Donc bonsoir mesdames et messieurs, je vous encourage à vous asseoir. Nous allons commencer sans plus tarder. D'abord, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette seconde réunion de l'AFIS, qui est l'Association française pour l'information scientifique, association du 5e arrondissement, qui va fêter ses 50 ans, vous nous en direz peut-être un peu plus. Et donc je suis très heureuse de vous accueillir au nom de la maire du 5e arrondissement, Florence Berthoud, et moi-même je suis élue du 5e, donc Dominique Stopaglione. Donc aujourd'hui nous avons un beau sujet, l'intitulé de la conférence est « Maladie de Lyme, fausse alerte ou scandale sanitaire à venir ». Donc c'est une question qui est difficile, qui est ouverte et dont nous allons discuter aujourd'hui et qui est, je dirais que votre présence aujourd'hui, vous faites salle comble, je dirais, illustre l'importance de la question. Donc nous allons avoir deux intervenants, vous nous direz après, monsieur, un gros mot, le déroulé de cette conférence, de cette soirée. Mais donc, nous accueillons le professeur Éric Côme, qui est donc professeur à l'université Pierre et Marie Curie en maladies infectieuses et tropicales, et qui est également chef du service de maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il a été dans de nombreuses associations, comités, le haut comité de la santé publique. Également, il a été président de l'association de la santé des voyageurs, si je n'écorche pas les choses, au niveau national. Et puis, il a été membre de son équivalent au niveau international. Et puis, la deuxième partie, nous accueillerons donc Jean-Paul Krivine, qui est donc le rédacteur en chef de la revue de l'AFIS, Sciences et Pseudosciences. Voilà, je vais pas plus loin et je vous donne la parole pour que vous nous indiquiez un peu plus d'éléments sur le déroulement de la journée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci de cette introduction et merci à toute l'équipe de la mairie du 5e arrondissement de nous accueillir pour cette conférence ce soir et du partenariat que nous sommes en train de nouer. Merci d'être venus aussi nombreux du coup pour cette deuxième conférence de l'AFIS à la mairie du 5e. Et donc ce soir, nous allons parler de la maladie de Lyme. Cette maladie transmise par les morsures des tiques, de ce qu'elle est, telle que connue et soignée, et de ce qu'elle n'est pas, ou des façons dont elle ne se soigne pas, car c'est également un sujet d'inquiétude. En effet, à l'AFIS, nous avons toujours soutenu ce qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves. Nous avons toujours défendu que pour soigner un malade, dans leur intérêt, il faut utiliser des traitements dont il a été prouvé qu'ils ont un effet bénéfique à l'issue d'études rigoureuses. C'est dans ce contexte et avec cet état d'esprit que nous avons décidé d'organiser cette conférence dans le même état d'esprit que celle consacrée au vaccin. Comment se développe la maladie de Lyme? Comment se soigne-t-elle? Les soins proposés ne seraient-ils pas adaptés? Ce sont toutes ces questions et bien d'autres que nous allons aborder ce soir. Peut-être aussi que certaines personnes dans la salle ne seront pas forcément d'accord avec nous. C'est normal, ce n'est pas un problème. Cette conférence est ouverte à tous. Et il y aura un temps réservé aux questions et aux débats à la fin, où tout le monde pourra intervenir, poser des questions et donner son point de vue dans la limite du temps disponible. Tant que les échanges se font dans le respect et la sérénité nécessaires à un échange constructif, vous êtes tous les bienvenus. Alors maintenant, comment va se passer cette conférence? Le professeur Côme va tout d'abord prendre la parole pendant environ 45 minutes, puis M. Krivine pendant environ une demi-heure. Le débat avec la salle et les questions auront lieu après, dans une seconde partie. Professeur Côme, nous vous écoutons. Donc, bonsoir à tous et merci de m'avoir invité. Je tiens d'emblée à dire en préambule que, comme on vous l'a dit en me présentant, je suis avant tout un spécialiste de médecine tropicale, de médecine des voyages, de dermatologie et un peu de maladie de Lyme, mais je ne me considère pas comme un spécialiste mondialement réputé de la maladie de Lyme. D'ailleurs, je n'ai publié que 4 ou 5 articles à propos de la maladie de Lyme, ce qui est déjà plus que certains qui se prétendent spécialistes, mais pas beaucoup néanmoins.
Par ailleurs, bon, je suis désolé, mais notre université a changé de nom depuis le 1er janvier. Ce n'est plus Université Pierre et Marie Curie, malheureusement. C'est dommage pour Marie Curie surtout. Mais Paris-Sorbonne Université, puisque nous nous sommes réunis avec la Sorbonne. Et puis là, je mets une photo hivernale et paisible de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où j'exerce. Diapositive, vous pouvez me les passer, c'est sympa. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt lié à la maladie de Lyme, je ne fais pas partie d'association, je n'ai pas écrit de livre, je ne touche pas d'argent de ce point de vue-là. Diapositive. Alors, est-ce que vous aimez les cartes de vœux ? Qui aime les cartes de vœux dans cette salle? On ne reçoit plus de cartes de vœux. C'est dommage, je trouve. Internet a remplacé les cartes de vœux. Mais moi, à ma grande surprise, j'ai reçu une carte de vœux, et c'est celle-là. Je vous souhaite une année de merde et une borréliose de Lyme. Bon, au moins, ça m'a fait rigoler, comme vous d'ailleurs. Et je me suis dit, bah tiens, ils sont vraiment sympas de penser à moi. Bon, me souhaiter une borréliose de Lyme, finalement, ça ne serait pas un gros problème pour moi, et je vais vous expliquer pourquoi. Une année de merde, bon, un peu plus problématique, mais enfin, j'aurais pu me débrouiller éventuellement. Mais bon, c'est vous dire que l'ambiance est quand même, disons, légèrement nauséabonde. Voilà, parce que malheureusement, il n'y a pas que ça. Diapositive. Voilà par exemple le genre de carte postale qu'on peut recevoir. Vie brisée, un grand merci, nous connaissons le visage de nos souffrances. Diapositive. Donc ça, non, il y a une diapositive qui a été sautée, voilà. Donc ça, c'est la diapositive. Bon, j'ai barré son nom parce que je voulais conserver son anonymat, mais c'est carte postale qu'a reçu François Bricaire dans le service, qui est mon ancien chef de service et qui est toujours consultant dans le service. Et voilà le genre de carte postale qu'il a pu recevoir. On en reçoit environ une dizaine, possiblement. Voilà, je vous passe les détails. Diapositive. Et ça, c'est un mail que j'ai reçu aussi, très sympathique. Alors je vous le lis parce qu'il vaut son pesant d'or. Un animal blessé peut devenir méchant. Donc on menace. On ne frappe pas une personne à terre. 2018 s'annonce compliqué pour vous. Maladie de Lyme, le document qui montre le lien entre les experts et le laboratoire Biomérieux, dont je vous le dis tout de suite, je n'ai aucun lien d'intérêt avec Biomérieux. Maladie de Lyme, 300 malades vont déposer plainte au pénal dès janvier. Je fais partie de ceux qui portent plainte. Je vous souhaite bon courage à vous et aux ordures que vous soutenez. Donc voilà un peu le climat dans lequel ça se situe, qui est un climat qui, disons, n'appelle pas à la sérénité. Diapositive. Alors c'est aussi pareil aux États-Unis, je dirais même que c'est encore pire aux États-Unis. Là, c'est un collègue qui m'a envoyé cette diapositive. Il a pris cette photo à la sortie du Congrès américain de maladies infectieuses, Infectious Disease Society of America, Lyme Guidelines Destroy Lives, c'est-à-dire les recommandations de l'IDSA sur la maladie de Lyme détruisent des vies. Diapositive. Alors, pourquoi finalement je suis là parmi vous? Et il se trouve qu'on est confronté à un drôle de phénomène et qui nous angoisse profondément, en fait, nous spécialistes en maladies infectieuses. Je parle de 95% des spécialistes de maladies infectieuses. C'est qu'on est confronté à des traitements que j'ai appelés abracadabrantesques, dont vous connaissez cette expression de Jacques Chirac, qu'il avait en fait emprunté à Arthur Rimbaud, qui lui-même l'avait emprunté à un inconnu qui s'appelle Mario Prof, pour faire un peu de littérature. Diapositive. Alors voilà le type d'ordonnances avec lesquelles des malades viennent me consulter au bout de plusieurs mois de traitement, voire mon record, c'est 2 ans de traitement. Donc ils viennent me consulter en me disant qu'est-ce que vous en pensez? Je reçois ces traitements-là. Alors vous voyez un mélange d'antibiotiques, d'antiparasitaires, d'antifongiques. Or la maladie de Lyme est une maladie bactérienne qui normalement répond à un traitement antibiotique et probablement pas un traitement antiparasitaire, encore moins antifongique. Quant aux vitamines et à l'homéopathie qui sont associées à ces traitements, du coup on ne sait plus très bien si vous réserve que ça marche, qu'est-ce qui marche. Diapositive. Donc comme ça, je peux malheureusement vous en présenter des dizaines qui ont toutes à peu près la même tête, c'est-à-dire qu'ils contiennent des antibiotiques, des antiparasitaires, des antifongiques, des antiviraux, cette fois-ci, allez, un petit antiviral en plus, pourquoi pas, des vitamines, de l'homéopathie, des antiacides. Diapositive. Alors évidemment, donc encore une autre, on peut passer, avec encore des antiparasitaires différents. Cette fois-ci, c'est le Riamet qui est un antipaludéen, mais enfin bon, voilà. Alors, après, il y a le nombre... Non, précédente. Voilà. Après, il y a le nombre de médicaments. Donc là, vous voyez 21 médicaments dans une seule ordonnance.
peux vous dire, les malades, alors là, ce n'est pas des traitements séquentiels où ils ont ça de temps en temps, ils ont 21 médicaments tous les jours. On a même une grande surprise, on a l'association de 2 corticoïdes, Cortencil et Soluprède, quelque chose qui ne se fait jamais. Plus des vitamines, plus de l'homéopathie encore, enfin un cocktail avec 21 médicaments. Vous savez que les pharmacologues vous expliquent que un médicament, on sait ce que ça donne. 2 médicaments associés, on sait un peu. 3 médicaments, on sait déjà moins bien les interactions entre les médicaments. Mais alors 21 médicaments, je ne vous dis pas, les associations, personne ne les comprend. Diapositive, mais ce n'est pas mon record. Mon record, c'est 23 médicaments. 23 médicaments en même temps. Voilà. Donc, je ne vous détaille pas les médicaments, ce n'est pas utile, mais vous avez encore la panoplie de traitements anti-infectieux. Et d'autres, évidemment. Diapositive. On retrouve aussi des choses étonnantes, comme celle-là par exemple. Le traitement antibiotique commencé récemment, 20 jours, est à poursuivre jusqu'à amélioration des symptômes, ce qui peut nécessiter plusieurs mois de traitement. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on n'a jamais vu en maladie infectieuse. Jamais. On ne connaît pas. Diapositive. En fait, l'antibiothérapie prolongée, on connaît. Mais qu'il faille attendre plusieurs mois pour que le malade s'améliore, on ne connaît pas. Et l'antibiothérapie, on prolonge, on connaît. C'est utile dans très peu de maladies infectieuses, bactériennes, la fièvre Q, la maladie de Whipple et la tuberculose. C'est les 3 seules maladies où on a besoin de traitement prolongé. La tuberculose, c'est 6 mois, 1 an. La maladie de Whipple, ça peut aller jusqu'à plusieurs années. Et la fièvre Q, c'est en général maximum 2 ans. En fait, l'intérêt de ces antibiothérapies prolongées, c'est pas de guérir le malade. Le malade, il est guéri dès les premières semaines. L'intérêt, c'est d'éviter les rechutes. Parce que quand on arrête ces médicaments, les malades rechutent au bout de plusieurs mois. Par ailleurs, en tant qu'infectiologue, et vous devez le savoir en tant que public, on a un vrai problème on est aujourd'hui confronté à un monde. Demain, les bactéries courantes sont devenues résistantes aux antibiotiques. On ne pourra plus traiter une infection urinaire chez une femme jeune de 25 ans infectée par un Escherichia coli parce qu'elle sera devenue multirésistant aux antibiotiques. Donc on est dans un souci d'épargne des antibiotiques pour lequel on est évidemment hypersensible. Donc il y a une tendance générale à raccourcir les durées de traitement et pas à les allonger. C'est un problème d'écologie microbienne. Vous avez entendu parler du microbiote, qu'il ne faut pas trop vous bousiller. Peut-être qu'on peut jouer sur le microbiote pour guérir certaines maladies, mais on n'en est pas encore là. Et puis il y a la résistance aux antibiotiques, qui est le gros problème émergent actuellement. Ensuite, comme le disent mes collègues anglo-saxons ici, je vous traduis ça en français, nous ne connaissons aucune maladie infectieuse, AIDS c'est maladie infectieuse, dans laquelle l'efficacité du traitement initial sur les signes et les symptômes est retardée au-delà de 3 mois de traitement. Voilà, personne ne connaît. Diapositive. Alors voilà, ça c'est un exemple de traitement où vous avez eu des patients avec maladie de Lyme supposée qui ont été traités par des antibiothérapies prolongées pendant plusieurs semaines. Et vous voyez 3 semaines exactement, un groupe amoxicilline, un groupe placebo. À la fin du traitement, les 2 groupes sont améliorés de manière équivalente. Il n'y a pas de différence entre le placebo et le traitement antibiotique. Les placebos améliorent les malades, il faut que vous le sachiez, dans 30% des cas. Diapositive suivante. Ça, c'est une autre étude où les malades ont été traités un peu plus longtemps, qui est une étude néerlandaise qui est parue dans une revue très connue, le New England Journal of Medicine. Vous voyez qu'il y a 3 groupes. Il y a un groupe placebo, un groupe clarithromycine hydrocline. Ce sont un médicament, un antibiotique qui marche sur la maladie de Lyme, et la doxycycline qui marche également. Vous avez les symptômes, arthralgie, signes neurocognitifs, asthénie. Vous avez le résultat des sérologies qui sont dans leur grande partie positive pour les IgG. Diapositive suivante. Les malades avaient déjà été traités par antibiotiques, ils avaient déjà reçu dans 90% des cas des antibiotiques, et certains avaient même reçu déjà 2 mois d'antibiothérapie avant d'être traités pendant 3 mois. Donc c'est des malades qui ont été traités pendant 5 mois d'antibiotiques. Et donc, résultat des courses, il n'y a pas de différence au bout de 3 mois, à la semaine 14, entre les 3 groupes, avec, vous voyez, dans le groupe placebo, des résultats équivalents au groupe doxycycline et clarithromycine. Diapositive, on peut exprimer ça selon une courbe que vous voyez là. Vous avez le groupe placebo au milieu, le groupe ceftriaxone au-dessus, et le groupe de clarithromycine au-dessus, et le groupe doxycycline en dessous. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence, c'est absolument équivalent. Donc globalement, le placebo fait aussi bien que 2 antibiotiques reçus pendant 3 mois et qui succèdent à 2 mois d'antibiothérapie. Donc au total, 5 mois d'antibiotiques. Diapositive. Alors,
qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quand même incompréhensible. Comment on en est arrivé là alors que la science dit exactement le contraire, quoi. Donc qui, quand, comment, où? Donc je vais vous parler très rapidement de la maladie de Lyme. Diapositive. Donc bon, comme vous le savez tous, c'est une maladie transmise par les tiques. Diapositive. Alors c'est vrai que quand on voit une tique, c'est angoissant. Voilà, moi, quand je vois cette bestiole, je suis angoissé, quoi. Ça, c'est clair. C'est une bestiole qui a une sale tronche, quoi. Surtout quand on sait tout ce qu'elle peut trimballer et vous inoculer. Diapositive. Donc, c'est transmis par une tique très particulière qui est Ixodes ricinus. Ce n'est pas transmis par toutes les tiques, hein. Donc, bon, je vous passe les habitudes de la tique, hein. Elle a des conditions de vie entre 13 degrés et 24 degrés. Elle vit, alors c'est controversé, il y a des gens qui disent qu'elle peut monter jusqu'à 2000 mètres d'altitude, mais enfin, on considère que c'est moins de 1500 mètres, des degrés d'hygrométrie. Il y a peu d'Ixodes ricinus sur le pourtour méditerranéen. Il faut une durée d'attachement à la peau qui ne soit pas d'1 minute, hein, qui soit quand même de quelques heures, le temps que la tique régurgite son contenu salivaire dans la plaie. Diapositive. Bon, le cycle de la tique, c'est 2 ans. Elles hibernent en hiver. C'est plutôt le printemps, l'été et l'automne leur période d'activité. C'est quand vous allez aux champignons, souvent, que vous êtes piqué. Diapositive. Donc il y a plusieurs espèces en Europe. Aux États-Unis, il n'y a qu'une espèce. Voilà, et c'est Borrelia burgdorferi qui est l'espèce classique. Diapositive. Donc ici, vous avez une répartition géographique de la maladie de Lyme. Donc c'est une maladie qui est très connue dans les pays tempérés. Là, c'est uniquement, je vous ai mis que l'Europe, hein, on va pas, mais c'est très répandu aux États-Unis. D'ailleurs, Lyme est une ville américaine, un comté, un county, Lyme County. Alors en France, quels sont les endroits où il y a beaucoup de maladies de Lyme? Globalement, il faut aller vers l'est, hein, à l'exception du Massif central, où vous avez aussi des cas. Les 2 grosses régions d'endémie, c'est l'Alsace, Lorraine, les Vosges, et le Massif central, c'est les zones en bleu foncé. Diapositive. Alors l'incidence de la maladie de Lyme était stable jusqu'en 2017, hein, en dépit de ce qui se disait, et en 2017, il y a eu une petite augmentation des cas. Voilà. Donc vous voyez, on considère qu'en France, l'incidence est de 44 000 en moyenne pour 100 000 habitants. Ça va de 3 pour 100 000 dans la région Aquitaine, vous voyez que c'est quand même très rare, à 235 pour 100 000 en Alsace. Il y a 26 000 cas par an et la plupart de ces cas sont des érythèmes migrants. Je vous montrerai une image, c'est-à-dire le stade précoce de la maladie de Lyme. Il y a 950 hospitalisations par an simplement. C'est une maladie donc plutôt de l'est de la France et du Massif central. Et il y a des groupes plus exposés, et notamment les forestiers. Vous voyez que la séroprévalence, c'est-à-dire le pourcentage d'anticorps trouvés chez des malades, pas chez des malades, hein, chez des bien portants, les forestiers, c'est 14 à 22%. Le personnel administratif des eaux et forêts, c'était 3% dans cette étude. Diapositive. Alors, il y a des confusions, évidemment, on n'est pas tous d'accord entre nous, et il y a 2 classifications, il y a une classification nationale et une classification internationale. Diapositive. Donc ça, c'est la conférence de consensus française qui globalement recoupait les recommandations de la Société américaine de maladies infectieuses. On est à peu près tous d'accord, hein, les infectiologues, hein, on est à peu près tous d'accord. Je n'ai pas dit qu'on était tous d'accord, on n'est jamais tous d'accord. Diapositive. Donc les 3 phases de la maladie. Une phase primaire, ça correspond à l'inoculation de la bactérie par la tique. Comme la Borrelia burgdorferi a un temps de croissance assez lent, ça met un certain temps avant d'apparaître. Globalement, ça apparaît dans les 30 jours après la piqûre de tique quand même, mais il y a un intervalle libre par rapport à la piqûre. Ensuite, il y a un stade disséminé parce que la bactérie va diffuser dans votre corps. Et ensuite, il y a un stade tardif. Ça évolue sur plusieurs mois ou plusieurs années. Diapositive. Ça, c'est la classification européenne, où là, ce n'est pas une classification en stade, c'est-à-dire ce n'est pas une classification dynamique, stade primaire, stade secondaire, stade tertiaire, c'est une classification clinique, c'est-à-dire manifestation dermatologique, manifestation rhumatologique, manifestation neurologique, qui sont les 3 grandes principales manifestations de la maladie de Lyme, avec d'autres manifestations possibles, notamment cardiaques, exceptionnelles mais possibles. Diapositive. Donc voilà la classification avec les manifestations cutanées, articulaires, neurologiques et les autres manifestations plus rares, cardiaques, ophtalmologiques, hépatiques. Les manifestations cardiaques, par exemple, on considère que c'est moins de 1% des maladies de Lyme. Diapositive. Alors le diagnostic, on dit beaucoup de choses sur le diagnostic. Le diagnostic n'est en fait pas si difficile que ça. Il y a des pièges qu'il faut connaître. Diapositive. Donc le diagnostic de borréliose de Lyme,
finalement, c'est comme toute maladie infectieuse. Il n'y a aucun problème pour nous. C'est-à-dire c'est à la fois des arguments épidémiologiques, des arguments cliniques et des arguments biologiques. Sur le plan épidémiologique, il faut un contexte. Une piqûre de tique, on ne la retrouve pas tout le temps. Donc globalement, 50% des cas d'authentique maladie de Lyme, on ne la retrouve pas. Il faut quand même avoir séjourné en zone d'endémie. La clinique, c'est les manifestations décrites dans les traités et vues par nous. Et la biologie, eh bien, il y a une sérologie qui, quoi qu'on en dise, est une relativement bonne sérologie, même si évidemment ça ne remplace pas l'isolement de la bactérie, qui est le gold standard en maladie infectieuse. On préfère toujours isoler l'agent pathogène que se reposer sur une sérologie qui ne correspond qu'à la sécrétion des anticorps contre l'agent pathogène responsable de la maladie. La ponction lombaire, on l'a fait uniquement en cas de forme neurologique. Diapositive. Donc voilà l'aspect classique de la phase primaire, de l'inoculation de la tique. D'ailleurs, on voit très bien où il a été piqué. Alors, il a été en forêt, il était aux champignons, c'est un spécialiste des champignons. Il a été piqué là. Et puis, autour de la piqûre, vous voyez, s'est développé l'érythéma migrans. Bon, là, ce que je vous montre, c'est une forme très caractéristique de l'érythéma migrans, parce qu'il y en a des moins caractéristiques que ça. C'est une plaque qui s'étend progressivement, lentement, parce que la durée d'évolution de la maladie est lente, et dont on dit qu'elle a une extension centrifuge. Et vous voyez que c'est plus rouge en périphérique qu'au centre. Diapositive. Alors, le diagnostic de l'érythéma migrans faut avoir été exposé au risque, c'est-à-dire avoir été piqué par une tique dans le mois précédent, en période d'activité des tiques. Les gens à qui ça arrive en plein hiver alors qu'il neige, c'est pas possible. Il faut une porte d'entrée, il faut un intervalle libre. Quand ça apparaît immédiatement après la piqûre, en général, on est plutôt dans l'allergie à la salive de la tique. Il n'y a pas de prurite en général, il n'y a pas de fièvre en général. Enfin, voilà, en général. Il y a une extension centrifuge, il y a une évolution prolongée, mais qui n'est pas chronique. Ça disparaît spontanément. Et ça a une taille relativement importante, supérieure à 5 cm. Diapositive. L'atteinte neurologique, donc l'atteinte caractéristique, c'est ce qu'on appelle la méningo-radiculite, c'est-à-dire vous avez à la fois une méningite, mais c'est surtout une méningite biologique, il n'y a quasiment pas de signe clinique, en dehors d'une céphalée. C'est globalement pas la maladie de Lyme qui donne des méningites comme méningite à pneumocoque ou autre. Et puis il y a surtout une radiculite, c'est-à-dire il y a une douleur neurologique. Une douleur neurologique comme une sciatique, si vous voulez, mais ça peut aussi être une paralysie faciale. C'est en général des douleurs, c'est-à-dire c'est des atteintes sensitives, c'est rarement des atteintes motrices. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Diapositive. Il y a d'autres sortes de formes neurologiques qui ont été décrites, des radiculonévrites, des encéphalomyélites. Céphalées isolées, c'est-à-dire maux de tête isolés, fatigue, fourmillement, ne sont pas des signes de maladie de Lyme. Diapositive. Alors le diagnostic la diagnostic pour l'argument pour la neuroborréliose, c'est-à-dire l'atteinte neurologique liée au Lyme, c'est la ponction lombaire. Diapositive. Ensuite, il y a des arthrites. Plus de 60% des patients non traités aux États-Unis ont des arthrites. Ça survient dans les 2 ans qui suivent la piqûre de tique. Ça touche les grosses articulations, mais ça ne touche que les grosses articulations, pas les petites. Et en général, c'est une seule articulation. Alors, par contre, ça peut basculer d'une articulation sur l'autre. Et l'articulation la plus fréquente, c'est le genou. Plus de 80% n'ont pas de souvenir d'une piqûre de tique dans ces circonstances-là. Le diagnostic, c'est en général non axial, c'est-à-dire quand on a mal au dos, en général, c'est pas ça, c'est pas fébrile, c'est peu inflammatoire, il y a une CRP peu élevée, et jusqu'à 10% des patients peuvent présenter des signes articulaires jusqu'à 6 mois après un traitement efficace. Donc il faut bien leur expliquer que ça ne sert à rien de poursuivre le traitement, qu'ils vont de toute façon s'améliorer bien après l'arrêt des antibiotiques. Diapositive. Ensuite, il y a là je vous ai résumé d'autres atteintes au stade secondaire, neuroborréliose, arthrite, lymphocytome, troubles de la condition cardiaque, moins d'1% aux États-Unis. Et atteintes ophtalmologiques possibles. Diapositive. Voilà. Le syndrome post-Lyme, on ne sait pas très bien s'il existe. Je vous ai mis un point d'interrogation. Diapositive. Alors, le diagnostic biologique. Diapositive. Donc globalement, vous avez 2 tests. À gauche, vous avez un test immunoenzymatique. À droite, vous avez un test Western blot. À gauche, on considère que c'est un test de dépistage. À droite, on considère que c'est un test de confirmation. Raison pour laquelle le test de confirmation n'est fait que quand le test de dépistage est positif. Voilà, ça peut se discuter, mais c'est comme ça. Le test de dépistage est en fait assez sensible. Le problème qu'on a avec ce test, c'est qu'à un stade précoce de la maladie, il est négatif. Donc à un tel point, c'est qu'on dit qu'il est inutile de le faire au stade d'érythéma migrans. Par contre, au stade tardif, c'est-à-dire chez des patients qui évoluent depuis longtemps, il est en général toujours positif. Diapositive.
Alors, il y a deux types d'anticorps, il y a les IgM et il y a les IgG. Les IgM, c'est des anticorps qui apparaissent précocement, les IgG, c'est des anticorps qui apparaissent tardivement. Il y a beaucoup de faux positifs avec les IgM aussi, hein. Donc il faut faire attention, hein. Il y a aussi des faux positifs en IgG, c'est-à-dire des gens qui ont des IgG positifs, ils ont vraiment rencontré la maladie de Lyme, j'en ai vu une cet après-midi, ils ont été traités, mais ils gardent des anticorps prolongés pendant longtemps, et les symptômes qu'ils ont ne sont pas forcément liés à leur maladie de Lyme qui a été traitée correctement. Cet après-midi, ma patiente, elle avait une arthrose du genou et autre chose. Diapositive. Alors le test de Western blot, bon, on a des critères, on n'est pas tous d'accord sur les critères. Bon, les Américains, vous voyez, ils veulent 2 bandes positives pour les IgM, 5 bandes positives pour les IgG. C'est des types d'anticorps avec les types d'antigènes qui correspondent. Nous, en France, moi par exemple, je prends 3 bandes. Bon, voilà, mais il faut quand même qu'il y ait au moins 3 bandes positives. Voilà. Diapositive. Donc en général, on combine l'ELISA plus ou moins le Western blot, hein, avec les faux positifs dont je vous ai parlé et le nombre de bandes dont je vous ai parlé. On n'est pas tous toujours d'accord. Les Américains, ils prennent un nombre de bandes un peu plus élevé sur le Western blot. Diapositive. Alors le traitement, je ne vais pas m'attarder, je vous ai déjà montré une diapositive sur le non-intérêt des traitements prolongés, jusqu'à 5 mois de traitement antibiotique. Globalement, vous avez 4 antibiotiques très bien tolérés et qui sont efficaces isolément et qu'on utilise soit l'un soit l'autre selon les formes cliniques. En termes d'atteinte neurologique, il faut utiliser la ceftriaxone. Dans les autres atteintes, moi ma préférence va à la doxycycline parce qu'elle est efficace sur d'autres maladies, mais voilà. Diapositive, je ne vais pas vous parler trop du traitement. Alors le problème, et c'est pour ça qu'on est là, c'est si ce n'est pas la maladie de Lyme, qu'est-ce que c'est ? C'est ça le vrai problème. Donc la première chose à faire, c'est qu'il faut éliminer une autre maladie transmise par les tiques. Mais en général, il faut garder à l'esprit que ce sont des tiques différentes qui transmettent ces maladies-là, que les maladies sont très rares, notamment en France, beaucoup moins qu'aux États-Unis, je parle des autres maladies transmises par les tiques, et qu'elles donnent plutôt des maladies aiguës et non pas des maladies chroniques, sauf chez les immunodéprimés, et encore de façon exceptionnelle. Et puis il y a toutes les autres maladies, tout le fourre-tout que j'appelle le syndrome de non-Lyme, et qui répond à plusieurs étiologies différentes. Diapositive. Donc là, par exemple, c'est aux États-Unis les autres maladies transmises par les tiques. Donc à côté de la maladie de Lyme, vous avez une rickettsiose, la fièvre pourprée des montagnes rocheuses, l'anaplasmose, babésiose, ehrlichiose, tularemie, encéphalomyélite de Povassan, qui est un virus pour lequel il n'y a pas de traitement. Diapositive. En France, ça a aussi été cherché. Donc ici, par exemple, vous avez des études qui ont été faites chez des forestiers qui sont très à risque de maladie de Lyme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Presque 3000 forestiers. Vous voyez 14% qui ont rencontré Borrelia burgdorferi dans leur vie. Et puis, d'autres maladies, la tularemie, 5%. Les encéphalites attiques, 2%. Il n'y a pas de traitement, c'est une maladie virale. L'anaplasmose, 1%. La bartonellose, 1%. Babesia, 0,1% pour divergence. 2,5% pour microtie, donc vous voyez qu'on est quand même dans des grandes raretés. Diapositive. Alors, voilà. Si ce n'est pas une maladie de Lyme, qu'est-ce que c'est ? Alors, mon expérience, quand même, malheureusement, devient relativement importante. Il faut que vous sachiez que je vois 100 malades par an de maladie de Lyme supposée. 100 malades par an. Ça fait 10 ans que je fais ça. J'en ai vu plus de 1000. Donc on est en train de les répertorier. Mais là, je vous fais juste une consultation que j'ai prise, pas tout à fait au hasard, mais que je trouve assez symbolique de ce qui se passe. Donc en fait, sur cette consultation, 10 patients. Sur les 10 patients, il y en a 2 qui avaient une vraie maladie de Lyme. Et sur les 2 cas qui avaient une vraie maladie de Lyme, vous voyez, il y avait un Lyme articulaire qui n'avait jamais été traité. C'est-à-dire que quand certains disent que la maladie n'est pas assez connue et qu'on peut passer à côté, c'est vrai, ils ont raison, on peut passer à côté, ça existe. Malheureusement, parce que pour ça j'ai mis ça existe encore. Et puis il y avait une forme ophtalmologique qui, elle, avait déjà été traitée correctement. Et puis, qu'est-ce qui reste ? 6 sur 8 autres causes, hein, c'est-à-dire globalement 80%. Eh bien, il y a des diagnostics. Alors, il y en avait une qui avait une crise hippocampique, c'est-à-dire une forme d'épilepsie très très rare, un autre qui avait une démence vasculaire et qui n'avait pas envie d'accepter ce diagnostic, ce que je comprends plutôt bien, mais surtout, en fait, c'est des problèmes de société. Des problèmes de société qui n'ont aucune réponse actuellement dans notre société et qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus mal pris en charge et de plus en plus négligés. Et ces problèmes de société, qu'est-ce que c'est ? Des post-traumatic stress disorder, des syndromes de stress post-traumatique. J'en ai encore vu un cet après-midi, après un viol à l'âge de 25 ans. 2 post-traumatic stress disorder, dont un trauma récent et un trauma très ancien. Donc harcèlement moral, quelque chose qui est très très fréquent, hein. Burn-out, c'est-à-dire le syndrome d'épuisement professionnel, qui est quelque chose qui est également très fréquent. C'est mon expérience. Diapositive.
Alors par exemple, il y a des patients, vous voyez, là à gauche, j'ai vu un patient, il est venu me voir, il avait mal au dos, personne ne lui avait fait une radio du rachis. Hein. Et vous voyez, je pense que n'importe qui dans cette assemblée peut reconnaître qu'il y avait un problème de scoliose absolument évident. Diapositive. Donc les critères de diagnostic de ce que j'appelle le non-Lyme. Pas ou peu de Lyme dans la région visitée. Pas d'exposition avérée aux piqûres de tiques. Ce n'est pas un argument formel, évidemment, comme je vous l'ai expliqué. Durée d'incubation trop courte pour l'Erythema migrans, qui doit apparaître après un certain délai après la piqûre de tique ou la balade dans la forêt. Clinique non évocatrice. Il y a quand même des formes cliniques qui ont été décrites dans la littérature, ils sont très caractérisés. Évolution non caractéristique. Diagnostic différentiel possible. Sérologie négative, sauf en phase précoce où on sait qu'elle peut être négative. Et un traitement adapté inefficace. Je fais des traitements d'épreuve. Ça me sert à orienter les malades pour ou contre la maladie de Lyme. Diapositive. Alors pourquoi c'est important de nommer? Parce que nommer, c'est apaiser. C'est Roland Barthes qui a dit ça, un philosophe, 1915-1980. Et en plus, on a déjà connu ça dans le temps. C'est-à-dire que la neurasthénie, l'asthénie chronique, la fibromyalgie. Il y a des patients, ils viennent me voir, ils me disent j'ai été suivi depuis 20 ans pour une fibromyalgie, mais en fait on a enfin trouvé ce que j'avais, c'est le Lyme chronique. Vous voyez, très souvent ça passe de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un. La myofasciite à macrophage, et puis ce que j'appelle le Lyme chronique, qu'appelaient certains, et moi que j'appelle le syndrome de non-Lyme. Diapositive. La prévention. Diapositive. Donc c'est relativement, il y a des choses, hein, c'est pas d'une efficacité extraordinaire. Il y a la protection mécanique, c'est-à-dire les vêtements longs et fermés, l'utilisation de vêtements couvrants, les répulsifs contanés, et on peut également imprégner les vêtements par des répulsifs vestimentaires. Diapositive. La prévention secondaire, c'est la détection et le retrait rapide d'une ou plusieurs tiques avec un examen minutieux du revêtement cutané, extraire la tique par une technique mécanique, je vous montrerai une image, désinfecter le site de piqûre, surveiller la zone pour dépister un érythème migrant. Diapositive. Donc voilà le tire-tique qu'on utilise. Hein. On peut utiliser une pince à épiler, quand même quelque chose de moins efficace que le tire-tique. Diapositive. Donc l'antibioprophylaxie, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vous donner une antibiothérapie après une piqûre contre de tique pour prévenir la maladie de Lyme. Il y a des délais, il y a des règles à respecter pour donner cette antibiothérapie qui peut être indiquée dans certaines circonstances. Diapositive. Donc finalement, je conclus. Hein, diapositive. Donc ma première conclusion sur la maladie de Lyme, c'est que de mon point de vue, c'est une cause de maladie qui est trop souvent évoquée, et je parle donc de principale cause d'infection fantasmée. Le diagnostic, pour moi en tant qu'infectiologue, est relativement facile, avec des arguments épidémiologiques, des arguments cliniques, des arguments biologiques, et la sérologie est utile. Les antibiotiques sont efficaces au stade précoce, les traitements prolongés ne sont pas efficaces, ou en tout cas, les études scientifiques rigoureuses n'ont jamais montré que ces traitements antibiotiques prolongés étaient efficaces. Zéro, aucun. Et il y a des effets indésirables des traitements antibiotiques prolongés, comme vous devez le savoir. Je vous ai parlé des résistances aux antibiotiques, je vous ai parlé du microbiote, mais on peut aussi parler des effets indésirables des traitements antibiotiques. J'ai même des patients que j'ai vus avec des neuropathies, par exemple au métronidazole, irréversibles. Diapositive. Le syndrome de non-Lyme. Alors c'est difficile, et ça renvoie à un vrai problème de société, je pense. Donc le diagnostic positif, alors l'interrogatoire est très chronophage. Il faut que vous sachiez. C'est-à-dire que l'interrogatoire de ces malades-là, ça peut prendre 40 minutes, 1 heure. Hein, c'est très chronophage. Et c'est la limite de la relation médecin-malade. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous avez 30 symptômes, ceux qui arrivent à interroger des malades qui ont 30 symptômes en 3 minutes, moi je leur dis chapeau. Mais moi je ne peux pas. Et même 30 minutes pour 30 symptômes, je vais vous dire, j'ai beaucoup de mal. Donc, moi, je compte 45 minutes par consultation au moins, et il y a des patients qui me prennent 1 heure à 1 heure et demie. À un tel point, c'est que mon directeur, l'autre jour, m'a dit « Mais Eric, tu ne passes quand même pas 1 heure et demie avec une soi-disant maladie de Lyme. » Voilà. Donc, voilà. Un examen physique complet, ça demande 30 minutes. Il y a de nombreux examens complémentaires qui ont été pratiqués, tous normaux, en général. Les diagnostics étiologiques sur lesquels je tombe quand je fouille un peu. Il faut que vous sachiez, en fait, j'ai oublié de vous le dire au début, mais je vous le dis maintenant, j'ai fait médecine pour être psychiatre. Donc je suis quelque part rattrapé par l'histoire, parce que beaucoup des diagnostics étiologiques ne relèvent pas de la psychiatrie, mais relèvent de la psychologie.
Quelque chose que nous n'enseignons plus au jour d'aujourd'hui dans les écoles de médecine. Nous n'enseignons plus la psychologie. Le syndrome d'épuisement professionnel, qui est quelque chose de très répandu, n'est pas enseigné. C'est très fréquent. Le syndrome de stress post-traumatique, on estime que c'est 3% des femmes en France, 3% des femmes, 1% des hommes. Ce n'est pas enseigné à la faculté. Or, si vous rentrez chez vous ce soir sur Internet, vous regardez les syndromes du stress post-traumatique et vous verrez qu'il y a énormément d'analogies. Moi, j'ai vu une patiente cet après-midi, elle avait un syndrome de stress post-traumatique avec des troubles somatoformes. Le harcèlement moral, je pense que vous êtes tous au courant que c'est quelque chose qui est très répandu. Le harcèlement sexuel, depuis qu'il y a eu l'affaire Harvey Weinstein, on en parle enfin, mais c'est quelque chose qui est extrêmement répandu en France. Et il y a des milliers de femmes qui sont victimes d'harcèlement sexuel. Syndrome d'apnée du sommeil, une pathologie pas très connue, mais particulièrement fréquente, et que je vois aussi, scoliose, usure de la vie, traumatisme de la vie. Je suis désolé, mais la vie est parfois un parcours difficile. Diapositive. Donc finalement, ma dernière diapositive, il y a une souffrance, c'est incontestable. Et cette souffrance, elle est mal prise en charge. Il y a une souffrance morale, il y a une souffrance physique, mais il y a des malades mal interrogés, des malades peu examinés. Je suis étonné des malades qui me disent « vous êtes le premier qui m'interroge correctement ». C'est invraisemblable, quoi. Alors j'arrive en bout de course, dans bout de course, dans bout de course, quoi. Une débauche d'examens complémentaires. C'est-à-dire les malades, ils arrivent parfois avec un caddie. Et tout ça, c'est remboursé par la sécurité sociale. Des traitements fous qui ne les améliorent pas. Enfin, en tout cas, ceux que je vois. Des malades à la recherche d'une compensation, parce qu'ils sont en souffrance et qu'on ne répond pas à leurs attentes, arrêt de travail prolongé, voire handicap. Pour moi, finalement, cette histoire, c'est l'expression d'un mal de société. Un mal de société, trop de souffrance générale, parce qu'il y a beaucoup de souffrance générale, pas assez et de moins en moins de médecins, malheureusement, on en est arrivé là aujourd'hui. Les médecins n'ont plus le temps d'écouter les malades, ils n'ont plus le temps de les examiner. Des médecins mal rétribués et mal formés à la médecine générale, parce que finalement, ce dont je vous parle là, c'est des pathologies tellement communes qu'on devrait pouvoir les prendre en charge en médecine générale. Diapositive. Donc je pourrais conclure sur cette diapositive. Merci pour votre larme et attention, mais je pense qu'elle n'est pas excellente parce que c'est quand même une bestiole qui a une sale tronche. Diapositive. Donc je préférerais conclure sur cette diapositive et vous remercie pour votre paisible attention. Donc, moi, je vais revenir sur quelques éléments d'analyse de la controverse. Alors, je ne suis pas médecin et donc je ne vais pas adopter ce point de vue, mais je vais essayer d'expliquer finalement ce qu'on peut observer et quelles sont les clés qui nous permettent de comprendre certains éléments qui sont derrière la controverse qui a été évoquée. Alors, pour le faire, je dirais, Eric en a parlé juste avant, c'est quelque chose qui est fortement médiatisé. Et si on prend, j'ai mis quelques extraits, mais on peut en trouver des dizaines d'autres, d'extraits de la presse, eh ben, on a l'impression, et c'est les questions qu'on va se poser, qu'il existe quelque part une maladie qui est ignorée en France, dont il existerait des protocoles qui seraient bien mieux dans d'autres pays, en Allemagne, aux États-Unis, qui sont très coûteux, pour lesquels des souscriptions sont faites. Voilà, vous avez un peu des... J'ai mis en rouge... Comment ? Voilà. J'ai mis en rouge ce qui ressort un petit peu de ces coupures de presse. Ce qu'on peut constater, ça a été dit, bien sûr, des personnes souffrent, et ça je crois que c'est le point de départ, et personne ici ne cherche à nier quoi que ce soit de cette souffrance, mais la question fondamentale, c'est de savoir, la première considération que l'on doit tous, aux personnes qui souffrent, mais même à nous tous, parce que si demain on tombe malade, on veut être traité de la même manière, c'est de s'assurer qu'on leur produit le meilleur diagnostic, conforme à l'état des connaissances, et qu'on leur propose le meilleur traitement, conforme à l'état des connaissances. C'est ça le premier respect pour les malades et les patients actuels ou demain. Alors, ça pose une question, et c'est un petit peu ça qui va être le fil directeur de mon exposé, c'est finalement, qui faut-il croire ?
parce qu'on est bien dans une relation, pas simplement sur la question de la maladie de Lyme, mais sur un peu tous les sujets. C'est d'ailleurs un objet qu'on traite souvent dans notre revue. On n'est pas nous-mêmes spécialistes, étant bien on le saurait que ça serait difficile, ou on ne peut pas nous lire toute la littérature scientifique, se faire un point de vue et dire c'est ça qui, etc. On est bien dans une croyance quelque part par délégation. Donc qui faut-il croire, je veux dire, quand certains nous disent une chose et d'autres nous disent autre chose sur la maladie de Lyme ou sur autre chose? Les journalistes, les politiques, les médecins, les entreprises, les associations, etc. Et donc ça, c'est une question qui n'est pas simple, et je vais donner quelques éléments, et après je vais justement balayer la controverse sur la maladie de Lyme. Voilà. Alors, il y a un premier niveau, c'est ce qu'on appelle la qualité de la preuve, c'est tout ce qui relève des témoignages. Alors bien sûr, les témoignages sont importants, il faut les écouter, ils peuvent orienter vers des recherches à mener, mais le niveau de qualité de preuve d'un témoignage en science, c'est zéro. Voilà, il faut le dire comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter, les témoignages. Le témoignage des gens qui souffrent, les témoignages d'un expert qui peut dire ceci ou cela. Mais en science, heureusement, on ne s'appuie pas sur le témoignage, parce que pourquoi un témoignage plus qu'un autre et comment on construirait la science, on ne sait pas trop bien. Voilà, pardon. Et donc, le consensus, je veux dire, les preuves factuelles en sciences et en médecine se construisent. Alors là, j'ai mis un exemple de pyramide, mais enfin, je veux dire, c'est aujourd'hui ça qui est unanimement accepté. Au grosso modo, on accepte 3 niveaux. Premièrement, une étude, c'est-à-dire qu'on cherche à objectiver quelque chose qu'on pense à travers une étude qu'on publie dans une revue évaluée par les pairs. Mais ce premier niveau, une étude, il est très très faible. Pourquoi? Parce que une étude, on peut se tromper, c'est le cheminement normal de la science. Je crois avoir quelque chose, je le soumets et puis mes collègues vont l'infirmer, le confirmer. Une étude, on peut avoir tendance, et malheureusement c'est quelque chose qui existe aussi en science, et on a fait un dossier spécial là-dessus, où un certain nombre de chercheurs tendent à embellir de bonne ou de mauvaise foi les résultats. Donc une étude, c'est le premier niveau, mais ce n'est pas suffisant. Et puis après, il y a des essais, des réplications, des essais plus rigoureux qui arrivent à un meilleur niveau de preuve. Et si une étude, elle est répliquée, reproduite par d'autres qui retrouvent les mêmes résultats, qui confirment, on est sur quelque part une connaissance un peu plus solide. Et puis troisième étage, c'est ce qu'on appelle les méta-analyses. C'est des gens qui vont regarder l'ensemble des études sur un sujet donné et puis regarder si finalement elles convergent vers quelque chose, si elles disent la même chose, si elles disent des choses contradictoires. Ce niveau de preuve, je dirais la méta-analyse, est quelque part le meilleur niveau qu'on peut avoir. Alors bien sûr, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi blanc ou noir, et ceux qui sont intéressés liront notre dossier, mais c'est quelque part la boussole qu'il faut avoir dans ce qu'on va regarder sur la maladie de Lyme pour savoir finalement quel crédit on peut apporter à ce que les uns et les autres racontent. Et ce qu'il faut rajouter, c'est que là-dessus, il y a bien sûr, quand on parle de santé, des agences sanitaires qui, en général, ne produisent pas de nouvelles connaissances elles-mêmes, mais examinent la littérature. Parce que pour quiconque a essayé de regarder des méta-analyses ou des études, c'est pas simple à comprendre. Je veux dire, c'est un métier. Donc le rôle des agences sanitaires, c'est quelque part de regarder sur un sujet donné l'ensemble de la littérature, de regarder si ce qui a été produit est pertinent, suffisant, la qualité, pour, à un moment donné, émettre un certain nombre de recommandations et d'éléments. Et je crois que cette pyramide-là, elle est importante à garder, et on va le regarder, ce que ça donne sur la maladie de Lyme. Alors, il y a une controverse qui est, j'y reviendrai après, essentiellement animée au niveau international par une association qui s'appelle l'ILADS, International Lyme and Associated Disease Society. J'y reviendrai à la fin sur ce que c'est, mais qui organise quelque part la controverse au niveau international, et elle met en avant 3 éléments qui sont tout à fait cohérents entre eux. Premièrement, elle dit qu'il existe une forme de la maladie, le Lyme chronique, Eric en a parlé tout à l'heure, qui n'est pas reconnue par la médecine officielle et qui devrait l'être. Elle met en avant des tests alternatifs qui détecteraient mieux que les tests officiels qui ne détectent rien du tout. Et elle met en avant des traitements alternatifs, en particulier les antibiothérapies longues, qui sont censées résoudre cette maladie de Lyme chronique, mise en évidence en particulier, pas seulement par des tests alternatifs. Donc je vais regarder un petit peu chacun de ces 3 éléments au crible de ce que je viens de vous dire avant. Le premier, la maladie de Lyme chronique. Force est de constater que c'est quelque chose qui est très très mal défini. Alors il y a des choses qui font à peu près consensus, qu'il existe probablement des symptômes persistants d'une maladie de Lyme, qu'il existe des symptômes persistants d'une maladie de Lyme chronique, d'une maladie de Lyme non traitée. Donc avec la dit, c'est sûr que si on ne traite pas, ça évolue, phase 1, phase 2, phase 3. Et donc ça, c'est quelque chose qui est reconnu, et qu'il existerait probablement un syndrome post-traitement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'infection, mais après l'infection, il y a un certain nombre de symptômes. Mais la maladie de Lyme chronique, j'ai essayé de chercher des définitions.
c'est pas clair. On arrive à trouver des définitions qui disent grosso modo c'est des symptômes polymorphes non spécifiques en majorité subjectif. Donc ça, c'est le professeur Christian Perron qui est un des rares partisans, je dirais, de ces thèses-là en France. Donc en majorité subjectif, polymorphes non spécifiques, et dont la seule caractéristique finalement c'est qu'ils survivraient à des traitements antibiotiques. Il faudrait prolonger ces traitements antibiotiques longs. Alors j'ai mis en dessous, mais je ne reviens pas en détail, la formulation qui est à peu près identique que met l'ILATS dans ses documents. Alors je vais passer un peu vite. Qu'est-ce que disent l'ensemble des agences? Je vais vous donner quelques exemples. Donc vous avez le CDC américain, donc, qui est un peu quand même la référence sur ces sujets-là, dit sur le terme maladie de Lyme chronique, grosso modo, il n'y a pas de faits qui vont dans le sens d'une infection en cours ou d'une infection passée avec la maladie de Lyme chronique, et les experts du domaine ne soutiennent pas son utilisation, parce que c'est mal défini et que ça ne correspond pas à une réalité. Les Anglais, et ça tombe bien parce qu'ils sont en train de mettre à jour leurs guidelines, et donc j'ai pris le texte de 2017, mais ce serait exactement la même chose avant. La terminologie autour de la maladie de Lyme est variable, et de nombreux termes mal définis sont utilisés dans la littérature. Maladie de Lyme aiguë, maladie de Lyme sévère, patoumie, maladie de Lyme chronique, et ils ne le retiennent pas dans leurs documents, parce que c'est quelque chose de flou et qui ne correspond à rien. En France, par exemple, l'Académie de médecine dit « L'attribution de symptômes mal définis subjectifs à cette maladie de Lyme chronique ne repose sur aucun élément de preuve. » Donc grosso modo, on peut prendre l'ensemble des agences au niveau mondial, ce terme-là n'est pas accepté parce qu'il est flou, parce qu'il ne correspond pas à grand-chose. Et chacun peut faire quelque chose. J'ai été le faire moi-même. Il existe, l'ILATS a popularisé un questionnaire en ligne qui permet à chacun, grosso modo, de savoir s'il est plus ou moins atteint d'une maladie de Lyme. Et vous allez le faire et vous allez rentrer un certain nombre de symptômes tout à fait généraux. Fatigue, difficulté à dormir, irritabilité, des tas de choses. Mais volontairement, je n'ai pas coché tout ce qui est un peu caractéristique spécifique de la maladie de Lyme. Et qu'est-ce qui arrive à la fin? Ben oui, soit vous avez une forte probabilité d'avoir une maladie de Lyme, il faut aller voir votre médecin, soit il est possible, si vraiment vous avez coché plutôt à gauche, c'est-à-dire parfois, jamais et faible, que vous ayez une maladie de Lyme. Donc vous avez des questionnaires anxiogènes, si avec des symptômes tout à fait généraux vous disent, donc propagés par l'ILATS, vous avez probablement ou possiblement une maladie de Lyme, allez voir votre médecin. Et la même association donne un certain nombre de recommandations quand vous allez consulter votre médecin. Et les recommandations, grosso modo, c'est de dire, vous allez voir votre médecin, non pas en disant « je suis malade », mais en disant « j'ai une maladie de Lyme ». Et grosso modo, toutes les recommandations disent, si votre médecin n'acquiesce pas que c'est une maladie de Lyme et ne donne pas des antibiotiques, allez voir un autre médecin. Donc c'est dit, je veux dire, comme ça, ils le font, pour ceux qui comprennent l'anglais, hein, ne quittez pas le cabinet de votre médecin s'il vous laisse croire que vous n'avez pas Lyme, allez en voir un autre médecin. S'il vous dit que c'est peut-être un diagnostic alternatif, ne le croyez pas, allez voir un autre médecin. Donc tout est fait pour ramener sur cette maladie de Lyme chronique, aussi mal définie comme je l'ai indiqué. Alors après, il y a les tests alternatifs qui posent des tas de questions, à tel point qu'aux États-Unis, où cette controverse est la plus avancée, il y a eu de nombreuses mises en garde du CDC d'un côté, de la Food and Drug Administration, en disant attention, il y a des tests non valides qui circulent énormément et qui sont pratiqués par justement l'ILATS, et qui sont des tests qui ont énormément de faux positifs. C'est-à-dire qu'ils vont vous ramener, un peu comme je l'ai fait sur ce questionnaire, vous avez la maladie de Lyme, passez le test et ça tombe bien, le test vous ramène le positif. Donc je donne deux exemples. Une des sociétés s'appelle Igenex. Le président de cette société est un membre fondateur de l'ILATS. Et donc, il a sur son site, c'est expliqué, vous pouvez envoyer vos échantillons sanguins à cette société. Les tests Western Blot ont été évoqués tout à l'heure. Pour la maladie de Lyme, ne sont pas approuvés par la FDA. Et l'ensemble des tests ont longtemps été interdits dans l'État de New York pour cette raison-là. Autre exemple, une clinique sur laquelle je reviendrai, qui est la clinique d'Augsbourg, mais quand on voit dans les coupures de presse qu'on est obligé d'aller se faire soigner en Allemagne, que l'Allemagne, etc., on parle dans les 3/4 des cas de cette fameuse clinique de Augsbourg qui est spécialisée dans la maladie de Lyme, qui est dirigée donc, par un membre du conseil d'administration de l'ILATS, qui met en œuvre un test, je dirais, qui n'a pas plus de validité, qui a été évalué, qui a énormément de faux positifs, et
je le mets pour l'anecdote parce que ça fait une énorme controverse aujourd'hui au Danemark et en Allemagne, un reportage télévision, alors là on est bien sûr plus dans le témoignage, a envoyé des échantillons de sang de 5 des journalistes de la télévision qui étaient en parfaite santé. Ils sont tous revenus avec maladie de Lyme comme diagnostic. Donc ce reportage a eu lieu, il fait toute une controverse parce qu'il montre, je dirais, tout ce qui a été évoqué dans l'exposé d'avance sur les faux diagnostics en cours. Alors il y a ça, et puis il y a tous les tests alternatifs qu'on connaît. Une pharmacienne a été condamnée il y a quelque temps à Strasbourg pour avoir abaissé systématiquement le seuil de positivité d'un test de dépistage. Ça le permettait de le rendre positif. Certain nombre de gens revendiquent des tests vétérinaires. Bon, ces tests n'ont jamais été validés chez l'homme, il n'y a aucune certification. Certaines associations recommandent encore test de la goutte épaisse, ça veut dire au microscope où on va pouvoir voir la maladie de Lyme, ce qui a été par toutes les études complètement invalidé. On a des tas d'exemples comme ça qui montrent que, je dirais, une maladie de Lyme chronique telle que j'ai définie, c'est-à-dire floue, que tout le monde peut avoir, des tests faussement positifs, et on arrive à des traitements alternatifs, dont le train principal et les antibiothérapies longues. J'ai mis des extraits des guidelines de l'ILADS. Je reviendrai sur l'ILADS après, mais elle a édité 2 séries de recommandations auxquelles, grosso modo, tous les mouvements associatifs en France et ailleurs font référence en demandant l'application de ces lignes directrices. Au centre de ces lignes directrices, il y a les antibiothérapies longues. Et donc, ça, c'est d'un côté l'ILADS. De l'autre côté, l'ensemble des sociétés, des agences sanitaires, des sociétés savantes dans le monde. Je ne vais pas les passer toutes en revue, mais toutes sont unanimes pour dire que ça ne sert à rien de prolonger une antibiothérapie et que c'est parfois dangereux, voire mortel. Un certain nombre de cas ont été rapportés aux États-Unis. Donc là-dessus, c'est pas moi ce que je disais tout à l'heure, je suis pas médecin, mais je veux dire l'avis unanime, convergent de toutes les agences là-dessus, c'est ce qui est au centre de la revendication des guidelines alternatives de l'ILAD, sont quelque chose qui est non seulement inutile, mais dangereux. Donc voilà, ça c'est l'élément sur le traitement central. Alors maintenant, les traitements alternatifs, c'est des milliers d'autres choses qu'on retrouve dans toutes les cliniques, je vais en dire quelques mots, mais en particulier celle que j'ai évoquée de la clinique de Wolfsburg, les antibiothérapies prolongées, en intraveineuse parfois, des traitements qui sont hyperbares, dont aucune étude n'a montré qu'elles avaient un intérêt quelconque pour la maladie de Lyme, des choses plus inoffensives, des suppléments nutritionnels, des choses assez bizarres, des thérapies phoniques, des champs électromagnétiques. Vous avez à peu près toute cette jungle de thérapies qui n'ont absolument aucune validation et qui sont véhiculées, je dirais, en complément ou à la place de ces antibiothérapies longues. Alors, la question centrale, c'est y a-t-il une guerre d'expertise comme on voudrait nous faire croire, et c'est ça que j'ai voulu aussi regarder d'un petit peu plus près. Alors d'un côté, il y a cette association sur laquelle je dirai quelques mois après pour dire ce qu'elle est et ce qu'elle représente, mais qui a émis en 2004 une première version de ses recommandations avec tout ce que je viens de dire, maladie de Lyme chronique, antibiothérapie longue, etc. etc. Elles ont été évaluées. Je donne ici par exemple le panel d'experts mandatés par l'Agence de santé britannique en 2010 qui disent que ces recommandations sont mal construites, ne sont pas une approche fondée sur les preuves scientifiquement solides, certaines références ne fournissent pas de preuves à l'appui des déclarations, etc., etc. Première version des guidelines de 2004 n'ont aucune valeur dans les évaluations qui ont été faites. L'association a mis à jour et a fait une deuxième version des guidelines. Elles ont été évaluées, soumises dans un système du ministère américain de la Santé, et donc confrontées à la littérature, donc évaluées sur une échelle qui va de 4 graduations, et toutes systématiquement, si on prend l'ensemble des recommandations qui sont dans la guideline, sont au plus bas niveau, c'est-à-dire preuve très faible, ce qui veut dire nous avons très peu confiance dans l'estimation de l'effet estimé, le vérifiable effet est susceptible d'être complètement très différent de l'effet annoncé. Donc évaluation strictement égale à 0. Voilà ce qui a été fait. Je reviendrai sur cette évaluation parce qu'elle est très intéressante dans la controverse. En face de ça, toutes les associations, toutes les sociétés savantes, toutes les agences sanitaires sont unanimes pour soutenir la version ITSA et les mises à jour, donc la Société des maladies infectieuses américaines, mais je veux dire qui se sont appropriées dans chacun des pays, et toutes les recommandations, que ce soit en Allemagne, au Canada, en France, etc., disent la même chose, à
3 fois rien près, et je veux dire sont en totale opposition avec celle promue par l'association ILATS. Je donnerai juste un autre exemple parce que l'association ILATS est très, mène des campagnes, ce qui pour une société savante, ce qu'elle se prétend être, n'est pas tout à fait l'objectif, j'y reviendrai. Mais il y a eu un procès qui a été organisé aux États-Unis et en particulier l'association scientifique, l'ITSA, a été accusée en justice sur 3 chefs d'accusation. De violer la loi antitrust avec ses, je dirais, recommandations. Dit autrement, les recommandations officielles, l'ILATS les estimait abusives parce que les siennes n'étaient pas reconnues. Et donc, ils ont fait appel à la loi antitrust en disant c'est pas normal, nos recommandations devraient être là. Ils ont accusé les recommandations issues du consensus de relever d'une approche non scientifique biaisée et sélective et de ne pas être mise à jour. Je dirais, donc il y a une commission qui a été juridiquement mise en place, où il y a eu un accord de tout le monde, qui a produit son rapport en 2010, qui a examiné 1205 publications, qui a fait toutes les auditions possibles des gens de l'ILATS de tout le monde, et qui a conclu que les recommandations dites officielles, mais celles qui font consensus, sont étayées par les preuves et par tout ce qui a été publié, ont tenu compte des données pertinentes qui auraient pu modifier les recommandations dans le temps, et il n'y a pas de fait concluant pour une maladie de Lyme chronique et la nécessité d'intégrer ce concept dans les guidelines ITSA. Donc là-dessus, encore une fois, les recommandations alternatives qu'un certain nombre cherchent à pousser en France, aux États-Unis et ailleurs ne sont absolument pas reconnues par aucune agence sanitaire dans le monde. Et je voudrais juste, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce qui se passe sur Internet, sur ce que disent des associations pour écouter, pour voir les arguments, et j'ai quand même trouvé systématiquement cette remarque, une avancée politique très importante aux USA, les guidelines de l'ILATS, dont je viens de montrer qu'elles sont très marginalisées et pas reconnues, dans beaucoup de sites associatifs, et même dans, je dirais, un certain nombre d'articles de presse, on nous dit qu'elles sont officiellement reconnues aux États-Unis. J'essaie de regarder qu'est-ce qui fait dire ça. Et en fait, ils font référence à ce que j'ai mis juste avant dans ce transparent, c'est le fait qu'elles ont été mises en ligne sur un site du ministère de la Santé, mais elles ont été mises en ligne parce que n'importe qui peut soumettre ses recommandations. Elles ont été évaluées comme un niveau égal à 0, mais le seul fait qu'elles soient mises en ligne suffit pour un certain nombre de dire qu'elles sont reconnues officiellement. Or, il suffit d'aller voir sur le site d'ailleurs en question, qui dit que s'il met des recommandations en ligne, il ne les approuve forcément pas, que ça ne dit absolument pas qu'elles aient une valeur scientifique quelconque, que tout le monde peut les soumettre et que c'est une base de données qui reportorie des recommandations avec une évaluation qui a été faite et ici une évaluation qui est nulle. Mais vous allez sur tous les sites des agences de santé aux États-Unis, ce n'est pas ces recommandations-là qui sont, mais bien sûr les autres recommandations unanimement acceptées. Ben, tu interviendras après, Hugues. Décision. Alors maintenant, autre argument qui est donné, je crois que c'est important. Un autre argument qui est donné, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de décisions législatives qui permettent de reconnaître la maladie de Lyme chronique et qu'il y a enfin une reconnaissance là-dessus. Et un certain nombre d'articles nous mettent en avant des décisions législatives, en particulier aux États-Unis, mais on s'aperçoit qu'en France, en Belgique, il y a, par exemple en France, une proposition de loi qui a été déposée. Alors là, en gros, qu'est-ce que disent ces décisions dans certains États, 4-5, c'est quand même limité aux États-Unis, que les médecins qui pratiquent les méthodes alternatives dont Eric a décrit avec un certain nombre d'ordonnances qu'on a vues au début ne seraient pas poursuivis pénalement pour avoir fait. Qu'un certain nombre de traitements alternatifs seraient remboursés par les assurances maladie. Il y a même un État qui a décidé de présenter à égalité les recommandations de l'ILATS et les recommandations qui font consensus dans la communauté scientifique. Et je disais des batailles législatives similaires en Belgique, en Canada ou en France. La remarque que je veux faire, elle est celle-là. Le législateur est bien sûr dans son droit de décider ce qu'il veut. Et ça, je crois que c'est important de dissocier la vérité scientifique, le contenu médical, de ce que, un législateur décide de faire. Si un législateur décide de rembourser tel ou tel traitement farfelu ou pas farfelu, c'est son droit, et c'est aux citoyens de savoir s'il change de législateur ou pas. Et je crois que c'est important. Mais jamais, jamais, une loi dira la vérité scientifique. Et je donne quelques exemples pour l'illustrer. On a pas mal d'États américains qui ont voté un temps des lois proposant de présenter à égalité le créationnisme et la théorie de l'évolution. Ces lois ont été votées, elles sont démocratiques, on ne peut pas les attaquer, mais pour autant, la théorie de l'évolution n'est pas invalidée par ces lois. Que l'homéopathie, elle est remboursée en France,
mais ça ne valide pas sa validité en tant que médecine. Il y a eu un vote au Sénat en 2015 niant la cause anthropique, Sénat américain, pardon, niant la cause anthropique, c'est-à-dire la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. C'est le droit du Sénat de voter ça, mais enfin ça ne change rien sur la réalité du réchauffement climatique et des causes qu'on a. Et puis pour l'anecdote, il y a eu, c'était il y a un siècle, un État qui a failli voter une simplification du nombre pi qu'ils estimaient un peu trop compliqué, et ils avaient proposé pi égale 3,2. Ça a failli passer. Si c'était passé, c'était leur droit, ça aurait mis sûrement un bazar énorme, mais pour autant, ça n'aurait pas changé la valeur du nombre pi. On est exactement dans ça, sur les décisions, qu'elles soient judiciaires d'ailleurs ou législatives, elles n'apportent aucune validité sur le fond scientifique. Alors je vais terminer maintenant en donnant quelques éléments qui me paraissent fondamentaux. C'est quoi cette société ILADS? Et puis j'en dirai quand même quelques mots, en quoi elle nous intéresse en France. Donc elle se présente comme une association de promotion de l'information, mais en fait c'est une association qui mène une campagne internationale sur les points que j'ai évoqués tout à l'heure, et qui en particulier développe le terme de Lyme Doctor. Il vient d'eux, on l'a repris dans notre revue, mais ce n'est pas nous qui l'avons inventé. En gros, ce sont des docteurs en médecine qui sont formés et compétents, entre guillemets, pour développer les guidelines de l'ILAD. C'est-à-dire celles qui disent maladie de Lyme chronique, celles qui ont énormément de faux positifs et qui ramènent des patients là-dessus, et celles qui proposent des antibiothérapies longues. Et donc cette association est présente dans 22 pays, ce qu'elle annonce, et dont son travail est de disséminer les Lyme Doctors dans tous ces pays-là. Alors, je vais dire quelques liens, quelques éléments sur cette association ILADS qui me paraissent quand même éclairer en partie la controverse, enfin au moins intéressantes à savoir. D'abord, quasiment tous ont des liens d'intérêt qui ne sont pas explicités. Et le lien d'intérêt fondamental, c'est qu'ils sont tous propriétaires de cliniques ou de cabinets dans lesquels, à des prix exorbitants, ils mettent en œuvre ces traitements. Ce sont exactement, quand vous voyez dans mon premier transparent, et c'est, je veux dire, ça prend quand même quand on voit les témoignages d'enfants où il faut lever 10, 20, 30 000 euros pour aller en Allemagne ou aux États-Unis. C'est pour aller dans ces cliniques-là, pour ces traitements-là qui n'ont aucune valeur. Donc tous sont propriétaires, ou quasiment tous, et responsables de l'ILADS, ont ce conflit d'intérêts, propriétaires de ce genre de clinique. Et quasiment tous, quand on va sur le site de leur clinique, mettent en œuvre des choses pour le moins bizarres, j'ai envie de dire, sur le plan scientifique. Je ne vais pas les traiter tous, mais ça va de ceux qui affirment que la vaccination est responsable de l'épidémiologisme, de cancer de l'enfance et de l'adulte, et que le remède, tant pour la maladie de Lyme que pour les enfants qui seraient atteints d'un cancer de l'enfant et de l'adulte suite à une vaccination, c'est la détoxification aux métaux lourds. Ça, c'est les responsables, les dirigeants de l'ILADS. Hein, ce n'est pas quelque chose de marginal et d'isolé. Donc je ne rentre pas dans le détail, il y a ça. Il y a cette fameuse clinique de Augsbourg, c'est la fameuse clinique allemande qu'on nous donne partout en référence. Elle est dirigée là encore par un des membres fondateurs et un membre important de l'ILADS. Elle se revendique 2500 patients par an. Elle met en œuvre les fameux tests qui ramènent des tas de faux positifs. J'ai parlé de la controverse qui a lieu au Danemark aujourd'hui. Et puis des tas de thérapies tout à fait surprenantes pour un certain nombre, avec des traitements qui sont longs, coûteux. Les chiffres que je donne là, c'est ceux de sites où les patients qui ont été là, qui ne sont pas forcément, je dirais, hostiles, racontent combien ils déversent pour ça. Peut-être plus grave, c'est que là, j'ai pris un certain nombre de condamnations, et encore une toute récente qui date de 2017, qui a touché les responsables, encore une fois, les dirigeants de l'ILADS, qui sont régulièrement condamnés pour des pratiques médicales non sérieuses, pour le non-suivi de patients, pour des faux diagnostics, voilà, tout ça est marqué là, on l'a écrit dans un article d'ailleurs dans la revue, vous pourrez rentrer dans le détail, et ont tous été régulièrement condamnés là-dessus. Je donne un dernier exemple pour illustrer. Et là, c'est toujours, je dirais, des dirigeants de l'ILADS. Raphaël Stricker, ancien président de l'ILADS, un des auteurs des recommandations de l'ILADS de 2004 et de 2010, a été condamné pour fraude, une fraude tout à fait célèbre, avec un article rétracté, où grosso modo, il avait trafiqué des données sur une étude sur les homosexuels et le sida, pour essayer de montrer qu'en fait, les seuls qui étaient atteints du sida, c'était les homosexuels chez qui on retrouvait des anticorps, mais pas chez les personnes qui n'étaient pas homosexuelles. Les chiffres, les données avaient été trafiquées, il avait été condamné pour ça, mais bon, c'est un des auteurs principaux des deux recommandations de
l'ILADS, c'était l'ancien président de l'ILADS. Il était aussi à l'origine de la propagation d'une rumeur qui a fait beaucoup de ravages, celle attribuant une pandémie que la pandémie de sida pouvait provenir d'un vaccin anti-polio contaminé, administré à des habitants d'Afrique équatoriale de 57 à 59. Cette rumeur a, je veux dire, beaucoup impacté la vaccination dans ces pays-là. Et ça, c'est quelque chose, je veux dire, qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, ce dernier combat, son combat le plus récent, c'est d'essayer de convaincre que la maladie de Lyme est transmissible sexuellement. En France, eh ben, il y a une association, il y a un certain nombre de représentants ici, qui entend dire qu'elle représente l'ensemble, c'est une fédération des associations sur la maladie de Lyme, la Fédération française contre les maladies vectorielles attiques, dont les statuts sont dits, article 2, objet social, diffuser en France les directives et protocoles de soins longs, donc l'antibiothérapie longue, dont les lignes directrices de l'ILADS. C'est les statuts, c'est l'objectif. Donc tout ce que je vous ai raconté sur l'ILADS, en France, c'est exactement ça qui est derrière la controverse. Alors je vais terminer par ça en disant que fondamentalement, oui, il faut une médecine basée sur les preuves, qu'il y a des personnes qui souffrent, je l'ai dit en introduction, ou des personnes qui souffriront demain, et accéder au diagnostic approprié, prise en charge conforme à l'état des connaissances, c'est fondamental. Que moi, et comme chacun, quand je suis malade, je suis assez soucieux que demain, si je vais voir un médecin, je ne tombe pas sur un médecin qui se revendique de l'ILADS et qui ait le droit de me dire, parce que j'aurai confiance en lui, bah vous avez une maladie de Lyme, antibiothérapie longue, je lui ferai confiance et je serai dans cette impasse-là. Je pense que ce n'est pas simplement les personnes souffrantes, oui, les personnes souffrantes, mais tout le monde, je dirais, est complètement concerné par ça. Et je terminerai par ça, les recommandations médicales, elles ne peuvent pas être le fruit d'une négociation entre des associations, des politiques ou je ne sais pas trop quoi. Je veux dire, pas plus qu'ici, on va trancher le fond scientifique. Moi, j'ai donné des arguments sur la pyramide de preuves qui comme donne une boussole dans tout ça, et que les recommandations, le fait de savoir pourquoi telle ou telle personne souffre de quelque chose, ça ne relève pas de l'émotion, du témoignage, du rapport de force ou de ce genre de choses, mais ça relève d'une construction de la connaissance scientifique, d'agents sanitaires qui peuvent se tromper. C'est un autre débat, c'est plus compliqué, mais il faut apporter des preuves. Il faut apporter je dirais des choses, et ça se traite dans les conférences en question, ça se traite à ce niveau, et pas dans la rue avec des arguments dans les journaux. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie et je... Voilà. Merci Eric, merci Jean-Paul. Donc nous allons passer aux questions. Lorsque vous prenez la parole, surtout si ce n'est pas une question, merci de vous présenter. Gilles Mercier, je suis chargé de recherche à l'INSERM. Vous parlez d'une médecine basée sur les preuves. Mais là, de quelles preuves s'agit-il? Parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de recherche. En France, l'INSERM et le CNRS n'ont aucun laboratoire et aucune équipe qui travaille sur Borrelia. Ce que vous avez présenté, monsieur, c'est de l'empirisme. C'est-à-dire il n'y a pas de relation entre les thérapies et la connaissance scientifique. On ne connaît absolument rien ou très peu sur Borrelia. Or, un pathogène, un développement d'une maladie, c'est une relation entre un pathogène et l'autre. Or, les spirochètes sont des pathogènes extrêmement intelligents qui ont une faculté de se cacher, de se masquer, hein, et d'éviter justement la réponse immunitaire. Et là, c'est le cas de Borrelia. Il y a très peu, pratiquement aucune recherche dans le monde sur Borrelia. Il y a très peu de laboratoires, et peut-être 3 aux États-Unis, qui travaillent là-dessus. À partir de là, je ne vois pas comment on peut développer des thérapies. Il faut être très clair. Enfin, il me semble avoir montré dans mon exposé des références scientifiques, y compris dans des revues comme le New England Journal of Medicine ou d'autres. Je pense aussi qu'il y a eu des milliers d'articles sur la maladie de Lyme, les traitements, son diagnostic, ses manifestations cliniques, sa physiopathologie. Quand je dis des milliers, je parle de malades, hein. Donc de dizaines de milliers d'articles. Donc je laisse votre jugement. Il y a des gens qui travaillent sur la maladie de Lyme en France, à Strasbourg et dans d'autres endroits. Bon, bonjour. Merci pour votre exposé. Je voulais savoir s'il y a des différences entre les hommes et les femmes, soit sur la maladie de Lyme elle-même, ou sur le syndrome, je dirais le non-Lyme, je ne sais pas comment l'appeler. Est-ce qu'il y a une différence liée au sexe ?
C'est une question très intéressante. Passionnante même, je pense. Alors pour la maladie de Lyme, non. Il n'y a pas de différence liée au sexe. D'ailleurs, les tiques ne sont pas plus attirés ou pas moins attirés par les femmes que par les hommes. Enfin, à ma connaissance. Par contre, pour le syndrome de non-Lyme, en tout cas dans mon expérience, il y a une énorme différence. C'est-à-dire que j'ai globalement 90% de femmes et 10% d'hommes simplement. Et ça correspond à peu près avec mon expérience des étiologies du syndrome de non-Lyme, puisque quand je vous ai parlé par exemple du syndrome de stress post-traumatique, il y a des études qui montrent que le syndrome de stress post-traumatique, c'est 3% des femmes, 1% des hommes. Le harcèlement moral, c'est à peu près du même ordre de grandeur. C'est beaucoup plus souvent les femmes que les hommes. Quant au harcèlement sexuel, je vous laisse deviner, mais en général, même si les hommes peuvent être harcelés, c'est vrai que parfois on aimerait peut-être bien d'ailleurs, mais en général, c'est plutôt dans le sens inverse que ça se passe. Ce sont les femmes qui sont victimes du harcèlement sexuel. Merci. J'aimerais revenir sur la question de la prévalence de Lyme. Vous avez donné 2 chiffres, 26 000 en France, 30 000 aux États-Unis. Déjà, c'est impossible, hein, ce ratio. Les vrais chiffres, c'était 26 000 en 2012 en France, 54 000 en 2016 en France. C'est le réseau Sentinelle, c'est pas moi. Donc vous avez minimisé un facteur 2, je ne sais pas pourquoi. Aux États-Unis, c'est 300 000. Okay, 56 000 en France, ça veut dire 10 fois plus que des nouveaux cas de séropositivité HIV. C'est-à-dire, réseau Sentinelle, vous vérifierez. C'est-à-dire que c'est une maladie très sérieuse. Il est étrange que la maladie de Lyme ne soit pas enseignée dans les écoles pendant les études de médecine. D'une part, et d'autre part, qu'il n'y a pas de formation permanente là-dessus. Et quand il y a un peu de formation permanente, comme celle qui est faite par l'émission de télé Jeudi de la médecine, qui d'ailleurs fait des choses tout à fait intéressantes, ça a été une émission en octobre dernier, où ce qu'on a entendu, c'est qu'il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire que les médecins, parce que c'est eux le public, les médecins généralistes qui voient cette émission, on leur dit il n'y a pas de problème avec les tests, il n'y a pas de problème avec les soins. C'est faux. Les gens qui disent ça sont des faussaires. Parce qu'ils savent la vérité. Ils savent que les chiffres de tests négatifs, ce n'est pas 5% comme vous avez dit. C'est au moins 30%. Il y a même... Non, vous ne le croyez pas. Je pourrais vous faire passer un article de M. Joyac, au début des années 2000, avant qu'il ait ses responsabilités, où il a travaillé sur des gens qui avaient une neuroborréliose avérée. Et le taux de séronégativité là-dedans était 30%. Donc, ces tests, quand on a 30% de séronégativité pour des gens dont on sait qu'ils sont malades, c'est un test qui n'est pas bon. Et les gens qui disent ces tests sont bons sont des gens qui font quelque chose de très toxique, parce qu'ils font croire aux personnes importantes, c'est-à-dire les médecins généralistes d'une part, les services de santé d'autre part, qu'il n'y a rien à faire. Mais s'il y a à faire quelque chose, il faut absolument qu'il y ait de la recherche qui soit faite en France sur un sujet aussi majeur. C'est-à-dire qu'il faut faire passer le message aux autorités de santé que nous sommes ignorants. Il faut reconnaître notre ignorance qui nécessite d'être comblée. Il faut former les médecins. Et les gens qui, comme vous, ou comme vous, M. Krivine, vous vous concentrez, vous nous avez tartiné pendant une demi-heure sur l'ILADS, mais on s'en fout de l'ILADS. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'effet scientifique. L'effet scientifique, c'est que cette bactérie est une bactérie très problématique, qui est capable de se cacher, parce qu'elle a un tropisme dans les tissus conjonctifs, parce qu'elle est capable d'entrer dans des biofilms, parce qu'elle est capable d'adopter des formes kystiques. Tout ça, c'est absolument avéré. Donc c'est une bactérie compliquée, qu'on ne sait pas bien soigner, parce qu'il y a des traitements antibiotiques qui vont éradiquer le spirochète, mais pas les autres formes. Donc il y a un gros problème. Et alors, face à ça, il y a une errance médicale qui ouvre la porte à tous les charlatans, les vendus, les pourris dont vous avez parlé. Mais dans une certaine mesure, je vais vous dire un truc grave. Vous êtes leur complice objectif. Parce que les gens qui disent « mais non, il n'y a pas de problème », eh ben, ils coincent ceux qui essaient de travailler sérieusement entre les charlatans et vous. Donc vous êtes les complices objectifs des charlatans.
Je n'aurais pas monopolisé la parole pour les réponses, hein, mais bon, en plus, il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver. Bon, sur l'enseignement, vous avez complètement raison. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un vrai problème dans l'enseignement des médecins, j'en suis absolument convaincu. Il n'y a pas d'ailleurs que dans l'enseignement des médecins qu'il y a un problème, mais aussi dans leur sélection. Je suis absolument effondré. On leur apprend des choses qu'ils ne verront jamais, des maladies rarissimes, un cas pour 1 million d'habitants. Et d'un autre côté, on ne leur apprend pas l'angine, on ne leur apprend pas... Bon, la maladie de Lyme quand même est enseignée, mais probablement pas suffisamment. On ne leur apprend pas le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, le syndrome de stress post-traumatique, et tant de choses comme ça qui sont très répandues dans la population française. Donc je suis d'accord avec vous, il y a un vrai problème au niveau enseignement. Au niveau recherche, bon, j'ai déjà répondu, je pense qu'il y a énormément de recherches qui sont faites, je pense qu'il y a des problèmes quand même gravissimes, hein, que vous ne voyez pas poindre à l'horizon, mais on s'oriente vers un monde où demain les bactéries courantes seront devenues résistantes aux antibiotiques, où on ne saura plus comment vous traiter, globalement. Donc il y a des choix qu'il faut faire. La maladie de Lyme, je ne dis pas que ce n'est pas un problème, hein, je n'ai jamais dit ça, sinon je ne serais pas ici parmi vous. Mais dans mon expérience, je trouve que par rapport à une tuberculose ultra résistante, ça se soigne plutôt bien. En tout cas, pour les malades que je vois qui ont vraiment la maladie de Lyme, selon mes critères. Je ne pense pas avoir répondu à toutes vos questions, mais j'espère quand même avoir répondu à la plupart. Moi, juste une remarque. Je veux dire, au moins, on est d'accord, comme vous dites, que les charlatans, comme vous avez employé ce terme, de l'ILADS posent un problème. Et je voudrais redire ici une chose, c'est qu'il y a une concertation, entre guillemets, qui s'est mise en place en France pour prétendument négocier ce que doivent être les recommandations. Les associations qui sont représentées, qui vont discuter du fond de ce que doivent être les recommandations médicales, se réclament officiellement de l'ILADS, et c'est celle-là qui a. Donc le problème que vous et moi avons évoqué comme étant effectivement du charlatanisme, j'essaye de dire que c'est pas un problème complètement extérieur. Et la question qui est encore une fois posée, c'est pas de nier quoi que ce soit, c'est de discuter que ce qui est attribué à la maladie de Lyme, l'est-il vraiment ? J'ai vu des chiffres dans Sciences et Avenir où on me dit 300 000 vrais malades de Lyme en France. J'ai lu des représentants de l'ILADS invités en France par les associations dire 1 million de malades en France. Donc on parle de quoi ? Je voudrais faire un commentaire ou des questions ou intervenir. Je ne sais pas à quel titre, plusieurs casquettes d'ailleurs. Je suis gêné par ce que j'ai entendu. Il y a énormément de références où on se base essentiellement sur l'année 2006. Or, vous savez, Eric, Jean-Paul, qu'actuellement sont en finalisation des nouvelles recommandations. On peut penser qu'il y aura des petites évolutions et les données depuis 2006 ont aussi évolué. Je vais mentionner un papier qui est peut-être passé de façon inaperçue récemment, qui vient du Johns Hopkins Hospital, qui est sorti début 2018, où il y a actuellement 10 millions de dollars qui sont investis sur 3 équipes et qui définit très précisément le syndrome clinique du traitement post-Lyme des patients dont on a pu évoquer, qui a été résumé dans l'exposé d'Eric Combe à une interrogation, une ligne. Donc il y a un papier d'impact facteur 7, je crois, c'est pas négligeable dans le domaine de l'infectieux, et je crois que ça vaut le coup de s'y arrêter. Il y a aussi des publications sur les singes qui ont été faites en décembre qui montrent un certain nombre de choses. J'aurais plein de trucs à dire, pour plein de raisons. D'abord, je suis aussi adhérent de l'AFIS, et avec Jean-Paul, on a eu un certain nombre d'échanges épistolaires. Tu n'as pas payé tes cotisations depuis 2 ans, mais tu le feras. Bon, ben, je vois que tu marques au short, et non seulement par mail, avec des mails parfois pas limite amicaux, enfin un petit peu grand frère, quoi. Je te les paye tout à l'heure, les cotisations, c'est simplement un oubli, c'est pas un refus. Donc, bah oui, mais tu t'adresses à moi. Et je remarque une chose, avant que tu sortes ta grande revue au mois de mai ou au mois de juin, il y a eu un certain nombre d'échanges. Je t'ai fourni quelques papiers de qualité avec des impact facteurs qui ne posent pas de questions, auxquels tu m'as répondu simplement « je suis dans l'incapacité de les lire, je ne les comprends pas ». Donc moi je suis choqué à partir du moment où on ne peut pas lire
des données de première source, qu'on puisse avoir des positions aussi strictes. Je vais faire un deuxième commentaire concernant les guidelines américaines. Il y a deux agences qui effectivement les affichent, c'est l'AHRQ et le CDC. Alors, il y a quelque chose qui a été passé sous oubli, c'est que tu te réfères à l'IDSA, qui est effectivement le gold standard, machin et tout, sauf que les deux agences ont décroché il y a 2 ans, et en décembre pour le CDC, les recommandations de l'AHRQ. Elles ne sont plus affichées, on est en attente des nouvelles recommandations de l'IDSA, qui tardent à venir depuis 2 ans, on les attend. Donc voilà, je pense que, vous savez, demain qu'il y a un comité de pilotage du plan Lyme, je ne sais pas s'il y aura des annonces à l'issue, ça sera probablement plutôt mi-avril. J'imagine qu'il était important, la veille du comité de pilotage, de faire une réunion un petit peu à caractère propagande. Moi, je suis un scientifique, je suis directeur de recherche CNRS, je travaille sur ce sujet-là, etc. Mais je pense qu'il faut effectivement rester scientifique, et je rejoins l'intervention d'un certain nombre de collègues. Il faut mettre des moyens, faire des appels d'offres, ouvrir, encourager, avec des moyens conséquents, parce que les chiffres... Selon la police ou selon les organisateurs, bien, la police, on va dire, récemment disait 54 000 cas pour 2016 ou 2017-2016. C'est ce qui a été confirmé tout à l'heure. Il y avait ces chiffres un peu interrogatifs qui traînaient de 300 000 nouveaux cas par an. Néanmoins, c'est sans doute moins, ça je vous l'accorde, mais le directeur général de la santé, peu de temps avant de prendre ses fonctions, évaluait une estimation à partir des mesures des études faites sur les forestiers de 240 000 nouveaux cas par an, directeur général de la santé. Donc on est entre forme aiguë 50 000, 54 000 actuellement, quelque chose où il y a du chronique avec tout, et à nouveau au niveau charlatanisme, on est bien d'accord, moi je m'associe à ce que vous dites et je suis le premier à lutter contre ça à différents niveaux, donc il n'y a pas de problème par rapport à Augsbourg, etc. J'aurais souhaité peut-être qu'on parle de Cassis, il ne faut pas que les gens aillent à Cassis, si je peux me permettre. Et puis je vais m'arrêter là parce que voilà. Oui, juste. Je vais juste répondre à M. Gascan. D'une part, effectivement, en te présentant, tu aurais pu aussi dire que tu es membre du conseil scientifique de la Fédération française des maladies vectorielles à tiques, dont l'objet est de diffuser les recommandations de l'ILATS. Mais bon, on est d'accord. Le deuxième élément... Non, mais le deuxième élément, je crois que c'est important, est-ce que moi, ou je veux dire quiconque pas spécialiste, peuvent lire les données de première main des études scientifiques ? Ben, je revendique que je ne sais pas le faire. Je sais lire un peu des choses, je suis comme tout le monde, je lis la langue française, je lis l'anglais, mais c'est ça le fond du problème, et de tout ce que j'ai exposé, le qui croire, que croire quand on est citoyen lambda, c'est, je veux dire, démagogie, de penser que les études, que comme ça on va sortir les uns et les autres, regarder cette étude, le grand public va pouvoir le lire et va dire oui, vous avez raison. C'est tout un processus, la pyramide que j'ai montré, qui montre que des études sont parfois publiées, sont parfois invalidées, sont reproduites, qu'il y a des méta-analyses, et je disais bien que les agences sanitaires sont là pour analyser ces méta-analyses, et que c'est démagogie de prétendre que le grand public peut être pris à témoin pour juger du fond. Ce que j'ai fait dans mon exposé, c'est de regarder ce que disaient les agences et de dire que cette boussole-là, elle est fondamentale pour s'y retrouver. C'était pas autre chose mon propos. Donc oui, je redis, les articles que tu m'as envoyés, je les ai regardés, je sais les lire. Ils disent une chose, c'est compliqué, mais je ne sais pas juger, je ne suis pas scientifique là-dedans, et donc je pense que c'est une boussole que j'ai donnée qui est importante. Moi, je voudrais juste dire un petit mot pour dire que je ne me suis pas intéressé trop à la science, je me suis intéressé aux malades. C'est le malade qui m'intéresse. La physiopathologie, oui, je suis désolé, excusez-moi, en tant que médecin, c'est le malade qui m'intéresse. Donc moi, ce que j'ai regardé, c'est les études qui évaluent les traitements de la maladie. Voilà, et les études sont très simples, très faciles à lire, les conclusions sont unanimes. Il n'y a aucune raison de traiter ces malades par des anti-infectieux prolongés, sur le plan scientifique. Voilà, je voudrais savoir une chose dans le diapositive. Quand je vois le mono fibromyalgique qui stipule que la Lyme donne de la fibromyalgie, pourquoi à l'INSERM en ce moment il se passe des recherches, normalement on devrait avoir début, mi-fin, voire 2019, concernant les recherches de l'INSERM sur la fibromyalgie. Si Lyme donne de la fibromyalgie, pourquoi l'INSERM s'en mêle comme ça? Je ne comprends pas. Vous êtes au courant que la fibromyalgie est Lyme? Il y a un problème quelque part. Vous avez du mal à me comprendre?
Les personnes m'ont comprise dans la salle, non? Alors en ce moment, à Si, l'INSERM, il y a des recherches qui sont effectuées pour découvrir qu'est-ce que c'est que la fibromyalgie. Mais là, je vois dans le diapositive, la fibromyalgie, c'est Lyme qui la transmet, etc. Non, ce que j'ai voulu dire dans cette diapositive, j'ai voulu dire que depuis très longtemps, dans l'histoire de la médecine et la vie des médecins au XXe siècle, on a donné des noms à des ensembles de symptômes que l'on ne comprenait pas. Il y a eu... Mais elle fait pas partie de Lyme. Mais est-ce que vous pouvez me finir? Normalement. Si vous me laissiez terminer, ça serait sympa. Il y a la neurasthénie, le syndrome d'asthénie chronique, la fibromyalgie. Aujourd'hui, on parle du syndrome des ondes électromagnétiques. Enfin, chaque période de la vie, au cours du siècle, on a dénommé des choses comme ça. Et il y a eu la fibromyalgie. Et moi, il se trouve que j'ai beaucoup de malades qui me disent « j'avais la fibromyalgie, mais en fait, je pense qu'on a découvert ce que j'ai, c'est la maladie de Lyme ». C'est ça que je voulais dire, c'est tout. Mais il faut quand même signaler à l'INSERM que ces recherches-là pour la fibromyalgie, parce qu'on découvre quand même que des personnes sont fibromyalgiques et tout en faisant des symptômes, même en Allemagne, redeviennent positifs à Lyme. Alors il faut s'inquiéter quand même et interpeller l'INSERM peut-être. Et se dire peut-être que les Lyme sont tous des fibros, les fibros sont tous des Lyme. Mais comme vous avez vu, il y a aussi des journalistes de la télévision danoise qui sont très bien portants et qui ont une sérologie positive en Allemagne sur la maladie de Lyme. Moi, je dirais bien une chose, c'est de... Par ailleurs, on peut avoir, quand même, je vous le dis, aux personnes qui sont dans la salle notamment, on peut avoir des tas de sérologies positives et ne pas être malade de la maladie correspondante. Je peux vous assurer, moi, j'ai des tas de sérologies positives. Je suis positif contre la varicelle et le zona. Et pourtant, je ne suis pas malade de la varicelle ni du zona. J'ai tous les symptômes de la maladie de Lyme, j'ai tous les symptômes de la fibromyalgie et mon corps, il est en permanence en douleur, 7 jours sur 7. J'ai perdu mon travail. Ma famille, elle ressemble à rien du tout, même moi d'ailleurs, vous voyez, hein. J'arrive pas à manger, j'arrive pas à supporter vos antibiotiques, tout ça, la lumière, vous voyez, il y a tout qui est global. Je me suis réveillée un matin où j'étais pratiquement paraplégique, mes mains, j'arrivais plus à les bouger. Alors c'est quoi? La polyarthrite alcoolisante, je sais pas, l'IRM, il n'y a rien. Mais moi, je suis prêt à vous voir en tant que malade. Hein, moi, je suis prêt à vous voir aussi, docteur, mais il faut me comprendre aussi. J'ai mon droit à parler, voilà, encore une fois. Mais on ne va pas faire la consultation ici. Franchement, j'aimerais bien. Lors de cette soirée, les conférenciers ont mis en avant le manque de base scientifique et la dangerosité des protocoles alternatifs de traitement de la maladie de Lyme promus par l'ILADS. En France, il existe plusieurs associations de personnes qui pensent être atteintes de ce qu'elles appellent la forme chronique de la maladie de Lyme et qui militent pour la reconnaissance des protocoles de l'ILADS. Cette forme chronique, à la description très floue et très subjective, n'est reconnue par aucune agence sanitaire au monde. Le professeur Combe parle à son sujet de syndrome de non-Lyme. Des symptômes bien réels, peu spécifiques, avec des personnes qui souffrent et qui doivent bénéficier d'une prise en charge, mais pour lesquelles, dans la majorité des cas, la maladie de Lyme n'est pas en cause. L'histoire de la médecine est remplie de témoignages de patients convaincus de l'efficacité de traitements, dont l'étude scientifique a révélé après coup qu'ils étaient inutiles, voire dangereux. L'exemple le plus marquant historiquement étant probablement celui des saignées, qui fut le traitement de référence pendant des siècles, avec de nombreux témoignages positifs, jusqu'à ce que son évaluation rigoureuse par Alexander Hamilton, suivant la méthode scientifique, montre qu'il était au contraire dangereux pour les patients. La sincérité des témoignages n'est pas en cause. La souffrance vécue qu'ils expriment doit être prise en considération, ce à quoi s'attachent la plupart des médecins. Mais la vérité en science, et en médecine en particulier, ne relève pas des témoignages, mais de l'évaluation rigoureuse et contrôlée. Signalons enfin que certaines associations, qui prétendent parler au nom des patients, mènent des actions parfois très virulentes pour empêcher toute expression qui n'épouse pas leur thèse. 2 d'entre elles se sont adressées à la mairie du 5e arrondissement pour demander l'annulation de cette conférence. L'une d'elles a même menacé de faire appel à son avocat en cas de refus. Cette conférence a pu finalement se tenir et a permis à chacun de s'exprimer dans la diversité des points de vue présents. Nous nous en félicitons. Cependant, dans la vidéo qui vous a été présentée, nous avons dû enlever certaines interventions, leur caractère diffamatoire empêchant une mise en ligne sur Internet. Depuis cette conférence, le sujet a connu certains développements. Nous vous invitons à retrouver ces derniers sur afis.org et sur notre application smartphone Afis Science, ainsi que le dossier que nous avions consacré au sujet dans les numéros 321 et 322 de la revue Science et Pseudosciences. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être au courant des prochaines conférences qui seront mises en ligne. Encore merci, au revoir.